Actualité. Alors, ce soir, le rôle d'Alexandre Morin-Villouellette sera tenu par Fred Bastien. Bonjour Richard, bonjour Stéphanie. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et tabarnouche, les murs tremblent. Oui, non, je sais. Dire, là. Alors, combien... Je vais mes écouteurs parce que ça résonne. Je suis content de vous voir. Les bijoux du Louvre, écoute, c'est vraiment les Charlots. Les Charlots dirigent la sécurité au Louvre. Hein? Incroyable. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Bon. Il arrive avec un monte-charge, colle ça sur le mur du musée, monte le monte-charge, poupoute. Les gars sont dedans, là, poupoute, ça monte, là. Brise la fenêtre, rentre en dedans. Il doit avoir besoin de faire des rénovations. Dans le fond, tu te dis, tu te poses pas trop de questions. Tu te dis, mais finalement, ils sont rentrés comme du beurre dans du pain. Exactement. Du beurre dans du pain. Et combien ça vaut, là? C'est la conservatrice du Louvre qui dit 88 millions d'euros. Puis là, même, ça, c'est la valeur historique de ces fameux bijoux qui ont été volés. Mais là, même s'il réussissait à les fondre et à les enlever, c'est pas le montant qu'il réussirait à aller chercher exactement. Un autre truc qui m'a vraiment intéressé, là, c'est qu'on ne peut pas confirmer pour l'instant s'il y avait de la complicité au sein même des employés du Louvre. Alors, si ces malfaiteurs ont été aidés. Parce que, oui, ils auront été 4 à être identifiés sur les lieux, mais il y avait peut-être un tas d'équipes qui les auraient aidés à perpétrer ce vol, puis encore une fois, on ne peut pas confirmer par oui ou par non s'il y avait une complicité au sein des employés du Louvre. C'est quoi? C'est à peu près 123 millions de dollars canadiens. Hein, exactement, exact. 143 millions de dollars canadiens. Alors, bon... Mais t'imagines, la valeur, en plus, patrimoniale de ça, c'est inestimable. C'est incroyable. C'est des bijoux qui appartenaient à Napoléon. Exact. On sent que c'est vraiment une blessure sur le cœur des Français. Une blessure qu'on pourra décrire, c'est comme si leur ancien président était en prison. Richard, c'est un peu comme ça. Je sais qu'on y reviendra plus tard aussi à l'émission là, sur ce fameux Sarkozy qui entre au pénitencier aujourd'hui. C'est capoté quand même. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'étais fasciné là, de savoir qu'il compte écrire un livre sur sa détention. Il compte lire la vie de Jésus quand il sera en prison et lire le conte de Monte Cristo. Alors, il ne croisera pas les autres co-détenus. Il va être un peu protégé. Il pourra faire des appels payants. Je pense il y a un téléphone payant dans sa cellule. Mais le téléphone ne peut pas sonner. Dans la cellule? Oui, dans la cellule. Direct dans la cellule. Oui. Lui, il ne pourra pas recevoir le téléphone. Il ne peut que faire des appels extra. Des appels, il y a 2-3 numéros préenregistrés, dont, mettons, à son avocat, etc. Puis les appels vont être, bien sûr, écoutés par les autorités. Exact. On s'imagine Carla Bruni aussi, possiblement, qui sera dans les appels préenregistrés. Et aussi, il pourra voir ses avocats quand il veut, mais sinon, ça sera 3 visites par semaine. Puis, bon, lui qui sera protégé des autres détenus, mais qui ne sera pas protégé des cris des autres détenus, parce qu'aujourd'hui, à son arrivée là, à la prison en tant que telle, plusieurs détenus ont hurlé, puis apparemment, on l'entendait. Alors, ça doit être spécial là, d'être un président emprisonné avec plusieurs autres criminels. Là. C'est sûr que ça fait tout un contraste, tout un film, on dirait. Lui, c'était l'ancien aussi ministre de l'Intérieur, je crois, pour un gouvernement français, donc il s'occupait justement de la lutte, le combat contre le crime, etc., la sécurité du pays, tout ça. Donc, c'était lui. J'imagine que c'est pas fait seulement des amis lorsqu'il était en politique, mais bref, c'est assez surréaliste. À 2 reprises, il avait été ministre de l'Intérieur là, à partir de 2002, en plus d'avoir été président ensuite. C'est assez spécial. Stéphanie? Ben, Richard, je voulais revenir sur les belles annonces aujourd'hui. Donc, on s'est réveillé ce matin avec la bande-annonce de ton documentaire. Ben, en fait, je sais pas à quel point tu as le droit de nous donner là, des petits détails sur ça va être présenté ce documentaire-là. Le 13 novembre à 13 novembre. Mais si on faisait la genèse un peu de tout ça, quand est-ce qu'ils t'ont appelé pour t'offrir ou pour discuter d'un projet de documentaire? C'est Fairplay, c'est le groupe Fairplay, Guy Villeneuve, qui dirige Fairplay, qui m'ont contacté après mon passage à Tout le monde en parle, j'en avais parlé, puis à Salut Bonjour aussi, ils m'ont dit, est-ce que ça te tente de faire un documentaire? Puis ça me demandait de vraiment m'ouvrir sur mon intimité, parce que le cancer de la prostate, ça a des conséquences sur ta vessie, ça a des conséquences sur tes capacités érectiles, etc. Mais en même temps, c'est comme... tu avais été très honnête dès le départ avec tout ce processus-là, donc ça avait dû les interpeller aussi. Oui, mais là, c'était vraiment ouvrir grandes les portes et tout ça. Donc, je sais pas si je vais aller jusque-là, mais ils m'ont dit, le réalisateur va être André Saint-Pierre. Et André Saint-Pierre, j'ai travaillé avec. C'est un des co-réalisateurs des Francs-Tireurs. J'ai travaillé plusieurs années avec André Saint-Pierre. C'est lui, entre autres, qui réalise la série sur la reconstruction du Canadien, qui est à Crave, qui est très populaire. C'est un gars, je suis en confiance quand je suis avec lui. Je me sens bien. C'est un gars qui a beaucoup d'empathie, d'humanité. Donc, c'est lui qui posait les questions. Donc,
ça allait bien. Je dis, OK, André, là-dedans, c'est correct, on va y aller. Ouais. Et donc, le documentaire a été fait. Il rentre chez nous, il interviewe Sophie. C'est intime. C'est juste s'il ne rentre pas dans le lit, là, exactement. Mais, Sophie, elle a été très touchée par le documentaire de Véronique Cloutier sur la ménopause, où Véronique s'ouvrait vraiment avec énormément de franchise, la sécheresse vaginale, les hauts et les bas de ses humeurs. Louis Morissette disait on était sur le bord des fois de se séparer parce qu'il n'était pas du monde et tout ça. Et puis ce documentaire-là a eu aussi des impacts positifs, c'est-à-dire que ça a poussé le gouvernement finalement à rembourser les hormones pour les femmes qui sont en ménopause. Donc, je me suis dit, si Véro, qui est hyper connu, parler de son intimité comme ça, je suis capable de le faire aussi. Puis, pour peut-être dire au gouvernement, c'est quand même un cancer qui touche beaucoup, beaucoup d'hommes. C'est quoi, c'est chaque jour 18 personnes d'hommes qui reçoivent un diagnostic? Puis, tu sais, 50 quand tu as le cancer de la prostate, 50 des chances, tu vas récupérer tes capacités érectiles, 50 pas. Fait que pendant plusieurs mois, tu te demandes, ça va-tu revenir, ça reviendra-tu pas? Pendant ce temps-là, quand ça revient pas, tu prends du Viagra, tu prends du Cialis, ça coûte cher. Il y a d'autres méthodes aussi, ça coûte très cher. Et c'est pas remboursé par le gouvernement, parce que le gouvernement dit, c'est un centre de plaisir, ça, ta bisoune. C'est rien pour avoir du fun, c'est pas important. Puis non. Ça joue entre les deux oreilles. Oui, son estime de soi. On parle de santé mentale là-dedans quand même. On parle de santé mentale. Il y a des hommes qui tombent en profonde dépression. Il y a des hommes qui se suicident aussi, puis tout ça, parce qu'ils ont de la difficulté à avoir des érections. Et moi, j'avoue que j'étais obsédé par ça. Obsédé. Tous les jours, je ne pensais qu'à ça, en disant quand est-ce que ça va revenir. Finalement, la vie était bonne pour moi, mais tu sais, je montre quand même la difficulté et tout ça, puis j'espère que ça va faire œuvre utile, puis j'espère que des gars qui vont regarder ça, puis qui vivent la même chose après avoir eu un cancer, puis qui n'en parlent pas à personne, puis qui vont me contacter, puis on va pouvoir discuter ensemble, puis tout ça, puis contacter aussi le réseau Procure, voilà. Oui, puis de se faire dépister, là, tu sais, il y a ça aussi dans ce message-là. C'est très généreux, Richard, d'avoir fait. Merci de l'avoir fait pour tous les gars, puis aussi pour l'entourage de ces gars-là, parce que ça peut aussi répondre à des questions que les gens peuvent se poser sans nécessairement vouloir confronter la personne. Tu dis ça peut informer aussi les gens autour qui peuvent appuyer ensuite la personne qui subit ce diagnostic. Puis tu sais, tu te pisses dessus comme un enfant. Je sais pas si je l'avais déjà raconté, mais à un moment donné, je vais souper avec des amis, dont Mathieu Bock-Côté, dans un gros restaurant à Outremont. Puis là, tu sais, j'avais un pad, puis il faut que tu changes ton pad à un moment donné parce qu'il est comme rempli de pisse. Puis j'avais oublié de le changer parce qu'on riait tellement, puis on buvait du vin, puis c'était super drôle. Et là, ça part, mon gars. Je pisse avec la vessie pleine, et ça part. Et là, ça n'arrête pas parce que tu n'as aucun crise de contrôle. Et là, je suis assis à table avec tous mes chums. Et là, je sens que je suis en train de pisser bien raide. Et c'était sur mon pantalon partout. Et là, eux autres se lèvent. Parce que la soirée était finie. Est-ce que tu viens, Richard? Je vais y aller tantôt. Je prends un dernier verre. Là, eux autres, ils sortent. Puis après ça, j'ai sorti du resto. Rentré dans le champ, rentré chez moi, enfermé dans les toilettes. Et j'ai braillé comme un bébé pendant une demi-heure en disant « Tabarnak, c'est pas vrai que ça va être ça, ma vie. » Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des gars, en disant hey, « ça fait 4 mois que je me pisse dessus, ça va-tu arrêter? » Oui, ça va arrêter, il n'y a aucun problème. T'sais, donc, c'est important que les gars se parlent de leur besogne. Puis de se dire les vraies affaires, puis à quoi s'attendre, puis de ne pas garder ça en dedans non plus, là, de se dire hey, « je suis tout seul, je vis ça avec moi-même », puis non, d'oser s'ouvrir, puis on va chercher justement un appui, un support. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce qui a été diffusée ce matin. La procédure qu'on va faire aujourd'hui, on va enlever la prostate. Je savais pas dans quel état il allait sortir. Je me sentais complètement diminué. J'ai dit, ça va être ça maintenant, ma vie. Aussitôt qu'on a su que Richard avait eu le cancer, on l'a contacté. Les hommes ne vont pas parler nécessairement de sexualité puis de problèmes érectiles. Il étale tout, là. Richard, il n'y avait pas de gêne, là, pas de tabou, là. Il y a une façon de le faire, c'est les injections dans le pénis. Oh, excusez-le, c'est Je vois ça comme quelque chose qui est fini, qui est terminé. Moi, je dis c'est juste une autre façon de faire. À moins que je me trompe, mais le documentaire, c'est sur ma prostate. À moins que tu en aies une, là. Qui a une prostate? 447 000 $! C'est quand même pas une cause en philanthropie qui est sur le dessus de la pile.
J'ai hâte de redevenir l'homme que j'étais. Je suis carré parce que moi, actuellement, je suis carré. Ça doit brasser des choses, hein, quand même. Ouais, mais j'espère que le documentaire va lever. C'est bien parti, en tout cas. Là, ça donne vraiment le goût, Richard. Oui, 13 novembre, on va le rappeler, ça va être diffusé Merci. le 13 novembre à 20h à TVA, TVA+, puis bravo, sincèrement, Merci. bravo pour tout ça. Merci, des fois, je me réveillais en disant « Ah, j'aurais pas dû faire ça, ce documentaire-là. » Mais bon, il est très beau, puis je suis très content. On a hâte de voir Merci ça. beaucoup. Ouais. Pour d'autres nouvelles du genre, des nouvelles molles, des nouvelles dures, allez sur le site et l'application de cube.ca.